Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie pour ce premier numéro de rentrée. Je reçois l'une des habituées de nos plateaux, Valérie Bugot. Bonjour. Bonjour Pierre. Valérie Bugot, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous présente rapidement. Vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste. Vous êtes aujourd'hui spécialiste en géopolitique, juridique et économique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages fondamentaux à mon sens, du nouvel esprit des lois et de la monnaie, la nouvelle entreprise et votre dernier qui pourrait devenir un best-seller dans les semaines ou années à venir. La raison cachée du désordre mondial. Vous me corrigez s'il y a une erreur, Valérie Bugot, mais je pense que tout ce que je viens de donner est exact. On va donc évidemment parler de l'actualité avec vous, Valérie Bugot, de l'actualité du Covid, de la Covid-19, puisqu'apparemment c'est féminin. On va commencer par cette première question, Valérie Bugot. Le 23 août dernier, on a entendu Laurent Toubiana, docteur en physique et épidémiologiste, affirmer que l'épidémie de Covid-19 est bien terminée. Pourquoi, selon vous, Valérie Bugot, le Premier ministre Jean Castex a obligé les Parisiens à se masquer dans les rues? Est-ce Alors, constitutionnel? oui, alors Pierre, premièrement, je voudrais dire que mon avant-dernier livre s'intitule Les raisons cachées du désordre mondial et le dernier livre s'intitule Demain dès l'aube, le renouveau. Donc j'ai écrit quatre livres à ce jour. Maintenant, pour revenir sur votre question technique, eh bien, il n'y a pas que le professeur Toubiana, il y a également le professeur Perron et le professeur Raoul, qui ne Bien sont sûr. pas de petits noms de l'infectiologie, qui ont le même discours, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de deuxième vague. Alors, effectivement, on assiste à une deuxième vague d'hystérie politique, ça c'est certain. Maintenant, d'après ces médecins et d'après les statistiques mondiales de décès, concernant les décès actuels du Covid, y compris dans l'hémisphère sud qui sont actuellement en plein hiver, rappelons-le, eh bien écoutez, cette deuxième vague est de la science-fiction. Donc, nous assistons aujourd'hui à une sorte de dysfonctionnement majeur consistant à générer, à ce que les pouvoirs publics et les médias génèrent une peur hystérique dans la population de façon à rester masqué, le plus possible confiné, etc. et à contribuer beaucoup à la difficulté de la vie sociale et à la difficulté de la vie économique. Donc, effectivement, il y a comme une sorte de dysfonctionnement créé chez les individus pour qui on génère une peur qui les fait agir contrairement à leurs propres intérêts et contrairement à leurs propres sensations, à leur propre santé et à leur propre santé, j'ai envie de dire, non seulement physique, mais également mentale. Mais Jean Castex a bien dû s'appuyer sur un conseil scientifique, j'imagine, pour prendre cette décision. Oui, oui, bah écoutez, tout le monde le connaît, ce conseil scientifique. Le professeur Raoul en a fait partie, il en a démissionné. Je crois que les conflits d'intérêts dans ce conseil sont majeurs, qu'ils ne sont plus à démontrer. Il y a aussi des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine médical. Donc, écoutez, on peut toujours justifier des décisions politiques par tous les conseils qu'on veut. D'ailleurs, c'est une des stratégies politiques utilisées très couramment sous la troisième, quatrième, cinquième République, sous les troisième, quatrième, cinquième République, mais ça ne veut pas dire que c'est étayé, ces décisions sont étayées par des réalités physiques et en l'occurrence plutôt des réalités médicales. Vous Donc pensez il y a vraiment que une, le but premier de cette décision du Premier ministre, c'est de faire peur aux Français? Bah, écoutez, si on regarde sérieusement les statistiques et qu'on écoute les médecins les plus performants sur ce sujet, dont je ne fais pas partie, je le répète, je ne suis ni médecin ni performante sur l'infectiologie, je me contente d'écouter ceux qui me semblent le plus aptes à parler. Effectivement, on est dans une sorte d'aberration
médicale. Le professeur Raoul, quand on lui a demandé quand est-ce qu'on enlèverait le masque, a dit, écoutez, je ne sais pas, moi je ne fais pas de politique, je fais du médical. Donc, si vous voulez, à partir du moment où la question médicale est déconnectée de la question politique, eh ben, tout est possible, hein. Maintenant, vous me posiez la question de savoir si c'était constitutionnel. Alors moi, je vais vous répondre très clairement. Premièrement, la loi qui a organisé l'urgence sanitaire, pour moi, est inconstitutionnelle parce que, effectivement, dans les cas extrêmes, la Constitution prévoit l'article 16 et cet article 16 n'a jamais été mis en œuvre, en l'occurrence. Donc déjà, cette crise sanitaire prévoyant une urgence sanitaire, pour moi, était peut-être anticonstitutionnelle dans la mesure où elle se positionnait à côté de la Constitution. Vous savez qu'en 1968, il y a eu une maladie, une crise qui s'est appelée la fièvre de Hong Kong, qui a fait 1 million de morts, alors que sur la planète, il y avait à l'époque que 3,8 milliards d'individus, c'est ce que rappelle le professeur Raoul. À ma connaissance, le général de Gaulle, qui était au pouvoir, n'a pas décrété d'urgence et encore moins d'urgence sanitaire. Donc là, sur des proportions beaucoup moindres, on a eu droit à cette urgence sanitaire. Parallèlement à cette urgence sanitaire, beaucoup de lois et de décrets ont été passés de façon extrêmement contestable. Deuxièmement, on a assisté à une loi de début juillet, enfin je crois que c'était le 9 ou le 10 juillet, qui supprimait l'urgence sanitaire, mais tout en laissant la possibilité à l'exécutif, par l'intermédiaire des préfets, de prendre toutes les dispositions, c'est-à-dire de récupérer finalement tous les pouvoirs. Alors, excusez-moi, mais si l'urgence sanitaire était inconstitutionnelle, la disparition de cette urgence sanitaire dans ces conditions l'est encore beaucoup plus. Donc, à partir du moment où on n'est plus du tout dans le cadre constitutionnel, j'estime que on est légitime à constater que nous ne sommes plus dans un état de droit, parce que les lois se justifient par des lois elles-mêmes et non pas par l'ordre supérieur qui est la Constitution, et les décrets se justifient par des lois qui sont elles-mêmes anticonstitutionnelles. Donc je suis au regret, en tant que juriste, de constater que nous ne sommes plus en état de droit. Un juriste qui est venu sur le plateau de TV Liberté, Valérie Bugeaud, c'est Fabrice Dividio. Il est l'avocat du collectif C19, composé de soignants qui ont porté plainte contre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et l'ancien ministre de la Santé Agnès Buzyn. Les clients de maître Fabrice Dividio accusent ces anciens membres du gouvernement de s'être abstenus de prendre à temps des mesures pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Fabrice Dividio termine son propos sur TV Liberté. Je le cite, « Une liberté retirée, on ne vous la rend jamais ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Historiquement, l'histoire donne raison à cet avocat. Historiquement, je ne crois pas qu'il y ait d'exemples dans lesquels une liberté retirée ait été récupérée par les populations, sauf dans des conditions extrêmement de désorganisation et de violence sociale extrême. Donc, bon, étant donné que nous espérons tous ne pas en arriver là, effectivement, je crois que ces libertés ne sont jamais récupérées. Alors, effectivement, il y a quand même eu la liberté de prescription des médecins qui a été partiellement récupérée, en particulier concernant l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le plaquenil et l'azithromycine, mais je vous fais remarquer gentiment que cette liberté de prescription a été récupérée en catimini dans une loi fourre-tout au fin fond d'un article qui ne laissait pas entendre qu'il s'agissait de ce sujet-là, et que pendant plus d'1 mois et demi, les médecins ignoraient, et les médecins et les pharmaciens ignoraient que l'interdiction avait été levée et refusaient de délivrer les médicaments en question. Donc, excusez-moi, mais là encore, je crois qu'il y a quelques petites responsabilités politiques et médiatiques à aller rechercher. Justement, en tant que juriste, Valérie Bugeaud, vous êtes attachée au principe de responsabilité. Est-ce que vous pensez que les plaintes déposées au pénal par ces soignants devant la Cour de justice de la République iront jusqu'au bout ? Bien entendu que non, je n'y crois pas un instant. La Cour de justice de la République est un organe politique chargé de protéger le pouvoir exécutif. Donc, je ne crois pas un instant que ces plaintes ont une chance réelle de succès.
Alors, il y aura des questions dilatoires, il y aura tout un tas de circonvolutions qui seront mises en œuvre, et je ne crois pas un instant qu'une quelconque responsabilité sera engagée, ni chez les politiques, et ni d'ailleurs chez les véritables donneurs, les véritables décideurs qui se cachent derrière les politiques, qui ne sont que des hommes de paille. La crise sanitaire, plusieurs observateurs, Valérie Bugeaud, estiment qu'elle est fabriquée de toutes pièces. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion? Alors, on ne peut pas contester que le virus existe, qu'il ait circulé et qu'il ait été dangereux au printemps dernier. Maintenant, si on écoute les principaux infectiologues, on constate que le virus, comme la plupart des virus respiratoires, a perdu de sa virulence en circulant au bout d'un certain temps de circulation. Donc, effectivement, on peut dire que ce n'est pas la crise sanitaire qui est fabriquée de toutes pièces, c'est l'hystérie médicalisée par les politiques qui est fabriquée depuis cet été pour laisser et générer dans l'opinion publique une contrainte de peur permanente. Voilà. Alors, je trouve que dire que la crise sanitaire a été fabriquée, c'est impropre. Encore que, il y aurait là encore des responsabilités et des questions, des enquêtes à faire, mais la question n'est pas là. Ce qui est totalement artificiel, c'est la gestion actuelle d'une crise qui a quasiment disparu. Parce que si les hôpitaux et les médecins ne sont pas là pour soigner des phénomènes comme ceux qu'on connaît actuellement, dans ces cas-là, ils ne servent à rien. Donc il ne faut pas parler de crise, il faut dire que le corps médical dans son intégralité ne sert plus à rien, puisqu'il n'est pas capable de prendre en charge une maladie que l'on sait soigner aujourd'hui. Valérie Bugeaud, le samedi 29 août dernier à Berlin, on a vu des milliers de personnes se rassembler contre la gestion qui est faite par l'Allemagne de cette crise sanitaire. Robert Kennedy, le neveu du président américain assassiné, était invité. Je le cite, les gouvernements aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre. Quelles sont ces raisons selon vous? Mais ces raisons sont très claires, elles ne sont pas selon moi, elles sont également selon lui, parce qu'il l'a parfaitement élucidé. Il a dit qu'il n'était pas question de santé publique, mais il était question de contrôle public sur les populations. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Gérer une hystérie collective de peur sert à contrôler les populations. Et du reste, si je me souviens bien, il a rappelé la réponse que Göring avait faite lors du procès de Nuremberg à la question suivante. On lui demandait, mais comment avez-vous, vous les nazis, réussi à obtenir le consentement des populations, consentement maximal des populations? Il a dit, bah, écoutez, c'est très simple, ça n'a rien à voir avec le régime nazi, ça peut être fait dans n'importe quel régime, il a cité y compris les démocraties, en disant que la seule façon et la façon la plus efficace de contrôler une population, c'est de générer la peur. Donc il est bien entendu que développer une hystérie collective par les médias interposés de peur, eh bien, permet un contrôle massif des populations. Derrière ce lien qu'il fait entre, d'un côté, les pandémies et de l'autre, les guerres, on avait déjà parlé ensemble, Valérie Bugeaud, de ce concept d'anonymisation, des capitaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce concept? Bah, écoutez, là, c'est toute une longue histoire. Il faudrait, je ne peux pas synthétiser en quelques secondes ou en quelques minutes tous les travaux que j'ai faits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème auquel nous sommes confrontés, qui est un problème de concentration massif des capitaux et des richesses, provient du fait que certains banquiers, les banquiers changeurs du Moyen Âge, pour être tout à fait précise, ont accaparé le phénomène monétaire. Qu'en accaparant le phénomène monétaire, ça leur a permis d'accaparer le phénomène économique et par voie de conséquence, l'organisation des économies dans les pays dans lesquels ils sévissaient et ce qui a généré la disparition de ce que j'appelle le fait politique. Et le fait politique, c'est la raison initiale, la raison pour laquelle l'État est né.
Donc c'est l'organisation la plus sereine possible de la vie du groupe, de la vie publique. Donc si vous voulez, cette anonymisation, le caractère d'anonymisation a été développé à bon escient pour ses parts et pour ses banquiers globalistes, qui étaient à l'époque des banquiers commerçants, qui le sont restés, pour mettre la main de façon discrète sur la plupart des richesses et l'organisation propre des économies. Donc, je vous invite et j'invite vos lecteurs à lire mes ouvrages parce que les choses leur sembleront plus claires avec des détails techniques qui seraient peut-être trop longs à évoquer ici. Vous évoquez ces banquiers globalistes, Valérie Bugeaud. On a déjà aussi parlé de cette conception du nouvel ordre mondial, de ce gouvernement mondial vers lequel il souhaite arriver. On a pourtant au pouvoir dans deux grandes puissances mondiales très importantes, des hommes politiques plutôt conservateurs, d'un côté Vladimir Poutine, de l'autre Donald Trump. Est-ce que vous voyez ce genre de personnalité prendre, on va dire, prendre le relais pour se fondre dans ce gouvernement mondial? Alors, le sujet que vous évoquez est sensible parce que il y a toujours une différence entre la perception que les populations ont des dirigeants et la réalité sous-jacente. Très souvent, les dirigeants ne sont que des porte-parole de mouvements qui les a portés et qui les portent au pouvoir, et en tout cas à la place à laquelle ils sont. Pour ce qui concerne Vladimir Poutine, il faut bien comprendre que cet homme est au confluent de deux mouvements très très forts qui sont des mouvements historiquement forts en Russie, la version globaliste qui tient le pouvoir politique civil et la faction patriote qui tient le pouvoir militaire. Donc la position de Vladimir Poutine est extrêmement délicate du fait qu'il a à gérer ces deux mouvements de fond antagonistes, profondément antagonistes. Quant à Trump, je pense que Trump, c'est un peu comment dirais-je, une, une, une exception ou une erreur de l'histoire. C'est-à-dire que je pense qu'il n'avait jamais été prévu qu'il arrive au pouvoir, que des globalistes ont été derrière, je pense en particulier à Steve Bannon, ont été derrière en particulier son avènement au pouvoir. Je pense qu'il y a encore des globalistes qui sont partiellement derrière lui, mais il y a aussi un mouvement de fond très très puissant aux États-Unis qui est né en particulier après l'assassinat de John Kennedy, qui est un mouvement de fond qui concerne les services de renseignement, mais pas que, je pense, d'une façon générale, aussi certains intellectuels, etc. Et ce mouvement de fond a entrepris aussi d'être partiellement derrière Donald Trump. Donc Trump, il est du fait qu'il y ait deux mouvements antagonistes derrière lui, il est partiellement incontrôlable, il est imprévisible. Et de toute façon, je pense que lui ne contrôle pas toute son administration, pas plus l'administration militaire que l'administration centrale. Donc, si vous voulez, je pense que les États-Unis aujourd'hui ne sont pas un pays qui est à strictement parler dirigé. Voilà. Restons aux États-Unis, Valérie Bugeaud. On sait que dans tous les pays développés, si on peut dire ainsi, on essaye de mettre sur pied un vaccin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le rôle que joue Bill Gates actuellement dans l'élaboration de ce vaccin? Bah, écoutez, le rôle que Bill Gates joue dans l'élaboration des vaccins en général n'est plus à démontrer. Il est derrière le financement plus que majoritaire, pour ne pas dire quasi intégral, du Gavi. Son obsession depuis toujours, c'est de vacciner tout le monde, toute la population. On sait qu'il y a eu de très graves problèmes avec les vaccins qu'il a mis en œuvre sur différentes maladies qui ont généré les maladies en question dans les populations, voire d'autres troubles qu'il a vaccinés
que certaines vaccinations ont eu pour volonté cachée de stériliser les populations sans l'obtention bien sûr de leur consentement. Enfin, il y a tout un tas de choses tout à fait dramatiques qui se sont produites sur les vaccins, que d'ailleurs contre lesquels Robert Kennedy s'est érigé courageusement. Franchement, il faut reconnaître que cet homme est quand même extrêmement courageux parce que sa famille a déjà payé un lourd tribut à tous ces mouvements globalistes. Donc, si vous voulez, je pense que avec les financements de la Fondation Bill et Melinda Gates, avec tous les financements aussi, on ne sait pas exactement d'où viennent tout cet argent, mais une partie viennent évidemment des paradis fiscaux. Écoutez, je crois que de toute façon, Bill Gates ne s'est jamais caché d'être. Alors, il n'a jamais revendiqué le fait d'être génocidaire, mais par contre, d'être eugéniste et d'être pour une réduction massive de la population, il ne s'en cache quasiment pas. Donc, je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit. Il faut croire qu'il ait vraiment envie de réduire la population mondiale. Donc, les vaccins, c'est un moyen parmi d'autres. Il y a aussi les guerres, il y a aussi la gestion de la peur. Enfin, il y a tout un tas il y a toute une panoplie d'armes disponibles pour arriver à ces fins-là. Mais je pense que lui, il est au confluent de plusieurs de ces armes, en effet. On C'est voit. pas moi qui le pense, excusez-moi. Oui, oui, non, Bon, mais il peut Kennedy a beaucoup œuvré pour faire sortir tout ça. On le voit sur certains sites bien informés qu'il voudrait introduire dans son vaccin des nanoparticules via des brevets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces brevets qu'il a déposés? Alors non, je ne connais pas tous les brevets déposés directement ou indirectement par le Gavi ou par la famille Gates. En revanche, j'ai entendu parler d'un vaccin Moderna qui intégrerait le corps humain via des ARN messagers. Ça, il ne s'agit pas de nanoparticules, mais il s'agit d'expérimentation directe sur le génome humain. Donc, je pense que nanoparticules ou expérimentation sur le génome, ça nous ramène encore une fois au procès de Nuremberg et à la charte de Nuremberg qui en a été l'issue et dans lequel il était prétendument interdit, en tout cas il était admis par tout le monde entier que c'était des pratiques génocidaires qu'il contenait d'éradiquer de la surface de cette terre. Donc aujourd'hui, par les bienfaits de gens comme Bill Gates, nous avons à nouveau des capacités de tests grandeur nature sur les populations via le génome humain. Je pense qu'il y a vraiment du souci à se faire. D'autre part, des brevets qui a été déposé par Microsoft, et ça a été en juin de l'année dernière, juin 2019, consiste à lier, si vous voulez, l'activité humaine avec le minage de monnaie, donc en particulier en matière de crypto-monnaie, enfin, par des monnaies dématérialisées. Donc ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans le corps qui permette un contrôle via un contrôle de l'activité humaine, de l'activité corporelle, qui permette l'affectation monétaire. Donc effectivement, les nanoparticules peuvent servir à ça. Je dois dire que les gens, maintenant, il est quand même temps largement de se réveiller s'ils ne veulent pas se retrouver en dictature ou morts dans quelques mois ou quelques années. Pendant le On confinement. a quand même affaire à des personnalités qui sont extrêmement génocidaires. Pendant le confinement, on a entendu Valérie Bugeaud, le gouvernement, parler de partage des données médicales sans le consentement des malades. Est-ce que vous savez où on en est sur cette proposition? Non, mais cette proposition s'inscrit dans le contexte général de la gestion de la peur, de la gestion des pandémies ce sont en réalité des plandémies au service du gouvernement mondial des globalistes pour gérer la population et l'organisation sociale future qu'ils veulent mettre en œuvre dans le sens de leurs intérêts propres. C'est-à-dire que le consentement des individus n'est absolument plus requis dans ce nouveau fonctionnement.
son fonctionnement social, en tout cas pour ce qui restera des individus. Donc je pense que sans avoir suivi directement ou indirectement ce problème particulier, effectivement, il entre dans la gestion globale de ce virus érigé en pandémie. Certains ont vu dans l'avènement, dans l'apparition de ce virus, un lien avec ce qui se passe du côté de l'installation de la 5G. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, écoutez, moi je vois plus de liens, je vois plus l'installation de la 5G liée avec l'avènement futur de monnaies totalement dématérialisées sous les contrôles bancaires que à strictement parler lié avec le virus ou un quelconque virus. Je pense que cette histoire de 5G est beaucoup plus liée à la gestion, et c'est également ce que Robert Kennedy a expliqué, cette installation de 5G est beaucoup plus liée aux nécessités de gérer les milliards de données personnelles collectées par toutes les grandes entreprises et dans un mouvement, dans un contexte de concentration ultime, non seulement des capitaux, mais aussi des données dématérialisées, des données personnelles dématérialisées, et d'affectation monétaire que, à strictement parler, lié au virus en question. À Le, celui-là ou à un autre du reste. le confinement, Valérie Bugeaud, on le sait, va créer une vague de chômage en France, mais pas seulement. Quelle incidence le Covid va avoir aussi sur le principe monétaire? Bah écoutez, je l'ai toujours expliqué comme ça. Une monnaie est liée à une économie. Donc, si vous voulez euh, réinitialiser la valeur et l'importance d'une monnaie, vous êtes obligé d'agir sur son économie. Et effectivement, dans ce cadre-là, le virus est une aubaine pour les gens qui veulent réinitialiser. Ils parlent tous de grands reset, et ça, ils en parlent déjà depuis un bon moment. Alors c'est vrai qu'ils ont tout mis en œuvre pour que de toute façon l'économie ne soit plus viable avec les règles qu'ils ont eux-mêmes développées du reste. Mais si vous voulez, le virus agit dans ce cadre-là comme un accélérateur de particules, comme un accélérateur de mouvement. Valérie Bugeaud, est-ce que, on peut voir, un lien avec, ce principe monétaire que vous évoquez et également la réforme, des fameux DTS, qui aura lieu en 2021? Bah, écoutez, oui, ça me paraît quand même assez clair, étant donné que les économies vont se mettre à on va y voir beaucoup plus clair dans la chute des économies, d'ici la fin de l'année, donc à l'automne et à l'hiver prochain, que ça tombe parfaitement bien dans un programme de réinitialisation monétaire qui interviendrait en 2021. Donc effectivement, il y a une synchronicité entre les 2 événements, qui ne peut qu'interpeller, des gens, un minimum averti sur ces questions économiques, juridiques et monétaires. Le magazine The Economist avait, je crois, à la fin des années 80, fait sa une sur ce qu'il appelait le phénix. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette une? Ils avaient parlé d'une réinitialisation, d'un reset monétaire à l'horizon 2018. Bah oui, on y est. Alors, effectivement, je vais vous dire ce fameux phénix, vous savez que le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres, et le fameux oiseau qui renaît de ses cendres, eh bien, c'est le Bancor de Keynes que les globalistes ont dû, malheureusement pour eux, abandonner, devant la puissance, financière que les États-Unis avaient acquise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc les États-Unis, ont imposé, au moment des accords de Bretton Woods, le dollar, leur propre monnaie en tant que monnaie mondiale. Les globalistes savaient parfaitement, parce que, étant donné leur histoire, l'expérience qu'ils ont acquis dans la gestion monétaire, ils savaient parfaitement qu'une monnaie nationale en tant que monnaie mondiale n'était pas viable. Donc, qui, eux, avaient poussé en avant le panier de monnaie qui consistait, le Bancor qui consistait en un panier de monnaie. Et en effet, avec les évolutions de ce DTS, Les qui est droits né en de- 1969, droit de tirage spécial, effectivement, que le FMI a créé en 1969, eh bien, son évolution est effectivement celle d'une monnaie mondiale qui sera composée d'un panier de monnaie. Donc, le phénix, c'est les DTS, c'est la résurrection du Bancor de Keynes. Alors, Quelle les société DTS actuellement, c'est de pas
de ce complètement le Bancor. Phoenix. Pardon? Quelles seront les conséquences de cette modification des DTS et de l'avènement de ce qu'on peut appeler le Phénix? Eh bien, alors déjà, c'est une centralisation monétaire totale dans les mains des banquiers globalistes. Ça, c'est le plus important, le plus dommageable, j'ai envie de dire. Deuxièmement, c'est le fait que la prééminence de l'Empire américain sera actée comme déchue. Donc, avec un rééquilibrage de différentes monnaies. Donc, effectivement, euh, c'est la raison pour laquelle vous avez eu la mise en œuvre de l'ECO qui a été le successeur du franc CFA UEMOA. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, pour entrer dans ce grand cadre général de réforme monétaire voulu par les banquiers globalistes. L'euro en fera évidemment partie. Alors là, aujourd'hui, le problème, c'est que pour les banquiers globalistes, hein, j'entends bien, c'est que la Chine a tendance à s'émanciper de cette volonté de domination hégémonique des banquiers de la City. Et ça leur pose un vrai problème. Donc eux, le rapport de force, s'il est perdu dans sa totalité, peut être gagné en contrôlant tout le reste de l'humanité et tout le reste des autres monnaies. Monnaie africaine, monnaie nord-américaine, monnaie sud-américaine, monnaie européenne et pourquoi pas une monnaie d'Asie du Sud-Est qui échapperait au contrôle du yen chinois, du yuan chinois, ce qui serait quand même assez problématique à envisager, mais je pense qu'ils doivent y penser d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous voulez, le problème essentiel vient du contrôle de la monnaie par ces banquiers hégémonistes qui veulent prendre également le contrôle du pouvoir politique mondial. Quelle sera, et c'est un petit peu théorique tout ça, quelles seront les conséquences pratiques pour le consommateur lambda, Valérie Bugeaud? Bah, les conséquences pratiques, c'est déjà qu'il va perdre le contrôle de sa vie, puisque les monnaies vont circuler de façon dématérialisée, donc il n'y aura plus de cash. Donc les gens qui s'opposeront à ce système eh ben, verront immédiatement leur vivre coupé, donc ne seront plus capables de vivre ni en société ni individuellement. Et je dois dire que le principal problème, c'est le problème du contrôle intégral. Quand vous laissez une entité avoir un contrôle intégral sans aucun contre-pouvoir sur les populations, vous vous attendez au pire, vous pouvez vous attendre au pire. Je crois que l'histoire est là quand même pour le démontrer. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça. Quand vous laissez un pouvoir ultime, le pouvoir total à une entité, elle en abusera par nécessité. À l'opposé de cette conception monétaire laissée dans la main des banquiers, vous, votre solution, Valérie Bugeaud, c'est de remettre la conception monétaire au cœur du politique. Bien entendu, puisque les banquiers se sont arrangés pour transformer la monnaie en un bien circulant sur un marché. Et ils ont fait ça en mettant systématiquement en avant le concept de réserve de valeur. Or ça, c'est une hérésie par rapport à la création monétaire initiale, à la raison pour laquelle la monnaie est arrivée dans les organisations humaines. C'est antinomique, si vous voulez, avec l'objectif que la monnaie initiale conçu comme un concept comptable, avait pour objectif de réaliser. Donc on est dans une subversion totale du concept monétaire lui-même. Donc à partir du moment où vous rendez la monnaie à nouveau un concept et non pas un bien circulant sur un marché, déjà vous dites au revoir aux devises. Et donc les devises, vous savez très bien que ça a été un moyen de contrôler les États par les banquiers qui attaquaient les monnaies. Donc déjà, vous n'avez plus affaire à ce phénomène-là. Spéculer par la dette contre Bah, ces... bien sûr, bon, je pense à Soros, mais bon, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Mais lui, elle l'a fait avec beaucoup de panache, si je puis dire. Donc, à partir du moment où vous supprimez la monnaie en tant que bien circulant sur un marché, elle n'est plus contrôlable, elle devient une institution et une institution au service des politiques. À partir du moment où vous avez des politiques qui œuvrent comme c'est leur sujet de départ pour organiser la vie en commun, les problèmes ne se posent plus dans les mêmes termes. Voilà. Et nous n'avons plus affaire à des gens qui contrôleraient une monnaie, mais à des politiques qui géreraient les interactions
de la monnaie avec l'économie réelle et les interactions de leur monnaie avec la monnaie des pays, des pays différents, des pays étrangers. Et donc à l'opposé, du problème qui vient du concept ou en plutôt, du système, de banque centrale, vous proposez une institution juridique publique et non pas une institution bancaire Absolument. privée. Mais d'ailleurs, je vous signale qu'il existe un ministère en France des Finances. Normalement, ce ministère des Finances devrait gérer, devrait avoir pour mission essentielle de gérer justement ces questions monétaires, à la fois pour leur création et leur circulation. Là, on n'en est plus du tout là, puisque ce ministère ne fait que gérer les interactions de la monnaie avec les grands banquiers qui s'occupent de tout le reste. Donc, je crois que tout a été dévoyé, à la fois le concept monétaire, le concept politique qui n'existe plus, et même le concept économique. On a assisté, ces dernières semaines, Valérie Bugeaud, ces derniers mois, à tout un tas d'opérations de fusion-acquisition. Je vais en citer, quelques-unes rapidement. PSA et Fiat Chrysler, Johnson & Johnson qui rachète la biotech Momenta Pharmaceuticals, le fonds de capital développement américain Silver rachète le groupe Meilleur Taux, Sanofi rachète la biotech américaine Principia Biopharma, Siemens rachète la société américaine Variant Medical System, Chevron rachète Noble Energy. Qu'est-ce que cela sous-tend tout ça? Oui, on peut ajouter Veolia et Suez. Eh bien, cela sous-tend une concentration massive des capitaux et ce que j'expliquais en début d'émission, des données dématérialisées qui vont avec ces entreprises. Et il faut bien comprendre que les crises économiques sont des aubaines pour justement toutes ces fusions-acquisitions et pour la concentration à la fois des capitaux et des richesses et des données matérielles, enfin, et des données personnelles dématérialisées qui font malheureusement aujourd'hui partie des richesses. Donc, une fois encore, on a marchandisé des événements, des éléments qui n'ont pas à l'être. Et ça, revenir sur un contrôle de ces lois et de la création des lois permettrait d'endiguer tout cette immense fumisterie politique organisée. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, Valérie Bugeaud, l'effondrement, de l'économie, en tout cas, les fermetures d'entreprises vont, sans conteste créer, du chômage, une aubaine pour, les globalistes, d'instaurer le fameux revenu universel. De quoi parle-t-on? Eh bien, écoutez, il faut bien comprendre que la faillite des PME, parce que là, nous ne parlons pas des multinationales qui, elles, ne font pas faillite, mais qui peuvent éventuellement se concentrer. La faillite des PME va engendrer une concentration bancaire. Et qui dit concentration bancaire, dit contrôle encore plus serré dans des mains encore plus étroites. On va passer de l'oligopole au monopole, qui vont permettre justement à ces grands banquiers de faire ce qu'ils veulent avec à la fois la gestion monétaire et la gestion politique des États. Et donc justement sur, ce revenu universel, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, pardon, ce que ça veut dire? Oui, oui, bah, écoutez, le revenu universel, se part de bons sentiments, mais il faut bien comprendre que tous les grands banquiers se prononcent en faveur du revenu universel depuis déjà plusieurs années et que ça, c'est sous-tendu par le fait que, toutes les tâches, sont quasiment aujourd'hui, déshumanisables. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une société qui fonctionne au niveau médical, au niveau juridique, avec de l'intelligence artificielle et sans, médecins, sans avocats, sans magistrats, et cetera, étant donné la tournure que sont en train de prendre à la fois le système juridique et le système médical. Et donc, il va y avoir de plus en plus de gens au chômage. Et pour gérer cette population en attendant de l'éliminer, eh bien, il va bien falloir lui donner de quoi subvenir à ses besoins. Et puis, subvenir à ses besoins dans des conditions de contrôle extrêmes, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, si l'affectation monétaire est liée à votre activité physique corporelle, si vous allez dans tel lieu, on pourra vous restreindre l'accès à la monnaie. Si vous fréquentez telle personne, on pourra vous restreindre l'accès à la monnaie. Si vous ne faites pas telle et telle action à tel et tel moment déterminé par le Big Brother, on vous restreindra l'accès à la monnaie. L'ancien candidat socialiste Benoît Hamon, Valérie Bugeaud, s'était prononcé pour ce revenu universel. Pourquoi un socialiste s'intéresse de près à ce revenu universel?
Oui, alors écoutez, moi, très honnêtement, la distinction entre socialiste, droite, gauche, etc., je pense elle n'est plus valide. Donc, les gens, ce que j'ai expliqué et ce que j'explique en long, en large et en travers pour ceux qui veulent bien écouter, eh bien, c'est que les hommes politiques actuellement ne sont que des relais d'influence, des émissaires apparemment politiques du pouvoir économique caché. Donc, ils ne sont absolument pas des hommes, ce que j'appelle, et au sens propre du terme, politique. Donc, ces gens-là, eh bien, mettent en avant l'agenda des principaux détenteurs de capitaux qui, in fine, en haut de la pyramide, sont ceux qui gèrent et contrôlent l'affectation monétaire. Donc, si vous voulez, on peut pas. Enfin, moi, je n'estime pas utile de dire que ça vient soit du socialisme, soit des hommes de droite, puisque les deux sont concernés. Vous voyez bien que les grands banquiers adorent les revenus universels. Que les socialistes proposent ça, bah, ça va dans le fond comment dirais-je, le brouillard utopiste que l'on accole avec la fonction du socialisme, mais ce n'est que de l'enfumage. Enfin, il n'y a pas de réalité politique sous-jacente derrière ça. La réalité sous-jacente, c'est une réalité économique. Concernant les incidences, Valérie Bugeaud, sur l'économie, avec ce Covid-19, doit-on s'attendre à des restrictions, à d'autres restrictions physiques et à des restrictions en matière de finances? Eh bien, écoutez, Pierre, je pense qu'on a déjà répondu partiellement à cette question. À partir du moment où le confinement du printemps et l'éventuel reconfinement qui lui succédera, qu'il soit total ou partiel, va générer des disparitions d'entreprises, des liquidations de PME, eh bien, nous allons avoir une économie qui va se restreindre, un produit intérieur brut qui va se restreindre. Nous allons avoir des banques qui vont être en difficulté, qui vont avoir des difficultés en raison des pertes de leur bilan. Donc, nous allons avoir affaire à une concentration non seulement d'entreprises, mais également bancaire. Vous savez que la concentration bancaire n'ira pas sans mise en œuvre des ponctions sur les comptes des particuliers. Et en fait, on aura un mélange de bail-in et de bail-out, puisque évidemment, cette restriction économique va aller de pair avec la nécessité d'augmenter les financements, d'augmenter l'endettement de l'État. Donc, il est évident que nous allons avoir affaire à de sérieuses problématiques, en particulier en matière de propriété, de disparition de richesse, de disparition de la classe moyenne, que cette évolution problématique va générer des conflits sociaux et que ces conflits sociaux seront résolus par la force, comme le pouvoir ultime et le pouvoir arbitraire on a l'habitude, c'est-à-dire par la violence et par les restrictions de liberté publique. Donc effectivement, on ne peut pas s'attendre à ce que l'avenir à court, moyen et long terme se présente sous des aspects d'éléphant rose. L'oligarchie, je vous ai déjà entendu l'affirmer à plusieurs reprises, Valérie Bugeaud, a un timing qu'elle compte respecter. Quel est l'objectif final de cet agenda, de Bah, ce écoutez, timing? cet agenda, c'est le gouvernement mondial que Sarkozy avait annoncé en grande pompe du temps où il était président. Effectivement, le gouvernement mondial suppose que tous les pays du monde soient gérés dans une synchronisation, sinon parfaite, du moins adéquate, que cela suppose un contrôle politique euh, très efficace sur les différentes populations à des moments simultanés. Donc, ils ont des contraintes économiques et sociales très importantes à gérer. C'est la raison pour laquelle leur projet s'inscrit dans un timing, dans un agenda. C'est que cet agenda, il a pour objectif le gouvernement mondial, mais que ce gouvernement mondial est soumis à des contraintes sociales, politiques et économiques simultanées dans tous les pays dans lesquels ils ont le contrôle. Donc, c'est pas évident à réaliser, faut se mettre à leur place. Ces réductions de population à l'échelle mondiale dont Bill Gates parle dans ses vidéos,
Comment il compte s'y prendre concrètement? Est-ce que les gens vont comprendre un petit peu ce qui leur arrive? Alors, je pense que Bill Gates, il faut pas tout cristalliser sur la personnalité d'un homme, puisque nous avons affaire à une oligarchie qui est très largement apatride, qui a ses racines dans les personnes peu nombreuses qui contrôlent in fine la City de Londres et comment dirais-je, la circulation, la création et la circulation monétaire de tous les pays occidentaux à minima, d'autres pays certainement aussi. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout sacraliser, comment dirais-je, cristalliser sur la personnalité de Bill Gates. Aujourd'hui, on ne peut que constater que les tensions militaires deviennent de plus en plus importantes jusqu'au point de rupture, hein, puisque maintenant, il y a des tensions très violentes qui surgissent partout, entre la Grèce et la Turquie, entre les États-Unis et la Chine en mer de Chine. Vous avez le problème de la Libye, vous avez le problème de la Syrie. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a eu un incident majeur entre les armées russes et les armées américaines en Syrie, alors que ça se passait plutôt bien jusqu'à présent. Là, il y a eu un conflit majeur qui a fait dire à l'armée américaine qu'elle allait tirer sur tout ce qui bougeait, qui ressemblait à du russe sur le territoire syrien. Donc, bon, vous voyez bien que ça ne s'améliore pas. Il y a le problème du Liban. Les problèmes sociaux qui se présentent dans nos propres contrées dites développées qui concernent tout l'Occident. Donc je crois qu'on a une convergence de problématiques militaires, de problématiques sociales, de problématiques économiques qui permettent effectivement d'anticiper une sérieuse, une réelle réduction de la population mondiale. Ne parlons même pas des vaccins qu'on a évoqués avant. Donc on va avoir cette problématique médicale de vaccination qui va se corréler avec une problématique militaire majeure sur une ou plusieurs parties du globe. Donc Je vous là, je pense propose que effectivement, de terminer cet entretien par une question d'ordre un peu religieux, voire mystique. C'était le 14 avril 2020, soit en plein confinement, le président de la République, lors d'un entretien accordé au Financial Times, évoque l'arrivée de la bête. oui, alors cette vidéo est tout à fait hallucinante. On voit Vous la un homme trouvez sur qui n'a YouTube. pas l'air d'avoir tout son état de conscience normal. Il a un regard complètement halluciné. Je pense que de toute façon, le président de la France fait preuve de troubles psychiatriques assez graves. Ce qui fait dire à certaines personnes, et ce qui m'a moi-même fait poser la question, enfin interpeller, je me suis posé la question de savoir s'il ne ferait pas partie justement d'un projet MK Ultra, parce que visiblement il a des troubles de la personnalité qui sont majeurs. Quand vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez que vous inquiéter de son état mental. Maintenant, la bête, lui, je ne sais pas où il la voit, mais les Français vont de plus en plus la voir dans sa propre personne, dans sa propre personnalité, incarnée par la personnalité problématique de Macron. Merci Valérie Bugeaud d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet entretien. Écoutez Valérie Bugeaud, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt, soit dans le cadre d'un Zoom, soit dans le cadre de Politique Éco. Merci encore Valérie Bugeaud. Avec plaisir, Pierre, merci à vous de m'avoir invité.